Thomas Andrieux, bienvenue. Merci d'être là sur la chaîne des investisseurs. Je suis vraiment très très content de te recevoir. Je suis un petit peu ton parcours depuis plusieurs mois. Tu es très productif, tu fais beaucoup de choses. Donc bienvenue sur la chaîne. Bonjour, oui, merci Lucas pour cette invitation. C'est un énorme plaisir, effectivement, et merci pour tes lectures. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet, te présenter rapidement, nous dire qui tu es et quels sont exactement tes projets dans le domaine de la finance? Oui, bien sûr, mais alors j'ai publié mon premier livre en 2000, enfin j'ai écrit mon premier livre en 2019, dans lequel j'insistais notamment sur le risque d'une récession dans les années qui suivraient, suivi d'un risque important de stagflation avec des pénuries de matières premières. Et ça n'a pas loupé hein, par la suite. Mais euh, du coup, je me suis lancé comme ça. Et aujourd'hui, en plus d'être étudiant en économie à Paris-Dauphine, je suis aussi rédacteur financier pour plusieurs médias. Mes axes de recherche, c'est surtout la recherche statistique. Euh, j'ai une grande préférence pour la cyclicité des marchés, c'est-à-dire étudier les marchés de manière temporelle. Ça, c'est mon axe d'approche, mon axe favori d'approche. Et aujourd'hui, donc, j'écris pour plusieurs médias français, étrangers en partie. Et mes thèmes, mes marchés privilégiés, c'est les métaux, l'or et l'argent aussi, les cryptos et certaines actions plutôt franco-françaises. Hmm. Justement, alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé quand j'ai regardé ton profil, c'est que tu passes beaucoup de temps à étudier l'or, tu as écrit un ouvrage sur l'or. Donc je suis ravi d'avoir un expert sur le sujet parce que c'est un actif qui me questionne beaucoup en ce moment. Je trouve que c'est difficile de comprendre comment évolue l'or et j'aimerais que tu commences par nous dire comment on doit aborder dans une situation qui est assez particulière aujourd'hui avec l'inflation, les taux d'intérêt, beaucoup de choses qui se passent, comment on aborde un investissement dans l'or aujourd'hui? Alors, l'or, historiquement, il y a deux manières de le voir. Il faut rappeler que l'or, il n'y a pas de rendement dessus, hein. C'est pas comme une action où on va toucher des dividendes. Donc, l'or, dans le contexte actuel, on peut le voir traditionnellement, c'est-à-dire se dire j'ai tant de capital, j'ai envie d'en sécuriser un peu, donc je vais, entre guillemets, stériliser mon capital, je vais acheter de l'or, comme ça, cette partie-là sera sécurisée. Ça, c'est purement gestion de portefeuille, diversification, ça c'est la première manière de l'aborder. La deuxième aujourd'hui, qui est très pertinente, c'est de l'aborder de manière défensive, d'aborder l'or de manière défensive avec l'idée de se dire qu'on est en stagflation en fait, hein, qu'il y a la croissance faiblit, que l'inflation augmente, et donc que dans ce contexte, historiquement, l'or, même s'il ne performe pas toujours drastiquement, il est rare que dans ces périodes, il chute hein, ou qu'il soit instable. Donc c'est pour ça que la logique, je pense, actuelle, hein, qui fait que beaucoup d'investisseurs se dirigent aussi vers l'or, c'est une logique de défense de portefeuille, hein, en plus d'une logique de stérilisation, comme je disais. Donc ça, c'est l'approche classique de l'or, l'approche à retenir et qui fait ses preuves au cours du temps. Justement, tu as cité le mot inflation, on est en plein dedans en ce moment. Je suppose en fait que pas mal d'investisseurs ont été étonnés par la entre guillemets contre-performance de l'or ces dernières semaines, même ces derniers mois. Même si c'est pas le pire actif si on compte depuis le début de l'année. Euh, Certains auraient peut-être attendu à une explosion dans un contexte d'inflation comme ça. Comment il faut comprendre ça? Comment ça se fait? Et qu'est-ce que ça signifie pour si on a une inflation persistante? Euh, L'or en général, alors là, récemment, bientôt dans quelques jours, un article sera publié. J'ai fait justement une étude du lien entre inflation et or plus précise. J'en avais déjà fait une, mais l'idée qui est répandue que l'or protège systématiquement contre l'inflation, ou en tout cas est systématiquement lié à l'inflation, c'est une fausse idée. En fait, il faut restaurer l'idée de base, qui est de dire que l'inflation, c'est la variation de l'indice des prix, du niveau des prix. Et ce dont on s'aperçoit à long terme, c'est que l'or, en fait, il va plutôt suivre l'indice des prix à long terme. Euh, Ça, c'est un paramètre essentiel plutôt que l'inflation elle-même. Donc, autrement dit, si j'ai à me reformuler très simplement, c'est que l'or, il profite de l'inflation si c'est une inflation
structurelle de long terme. C'est-à-dire que là, on est passé d'une inflation de 0% en 2020 à 8-9% aujourd'hui. Donc, il y a eu une telle accélération du niveau des prix qu'il y a deux conclusions. C'est que la première, l'inflation structurelle sera amenée à revenir dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer à l'idée que même si l'inflation pourra diminuer dans l'avenir, elle sera toujours là, et plus qu'elle ne l'était avant. Et donc ça, c'est plutôt favorable à l'or, parce que l'or, il profite plutôt de ces inflations de long terme, mais à court terme, il n'y a pas de véritable lien entre inflation et or, la corrélation, elle est plutôt nulle. Ce qui va influer à court terme sur le cours de l'or, c'est ce qu'on appelle les taux réels, c'est-à-dire en fait la différence entre les taux d'intérêt et l'inflation. Donc aujourd'hui, en fait, le spectre baissier qui pèse un peu sur l'or, c'est le scénario d'une diminution de l'inflation et d'une hausse des taux. Ça serait un scénario plutôt négatif pour l'or, même si en fait ce qui se passe, c'est que l'or performe énormément lorsque les taux d'intérêt diminuent et que l'inflation justement augmente. Donc dans ce cas de figure, l'or va beaucoup performer, c'est ce qui s'est passé en 2020. En 2020, l'or a gagné un peu plus de 25%, donc c'est pas négligeable. Et donc là, on est en stagnation depuis cette période-là, ce qui est tout à fait normal aussi, entre guillemets, puisque il faut se réjouir aussi du fait que malgré le fait que les taux remontent, eh bien l'or se maintient, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, tant que on aura cette remontée des taux et cette inflation qui pourrait arriver sur une cloche, eh bien, ça sera plutôt source de déception pour ceux qui pensent que l'or est systématiquement lié à l'inflation. Mais voilà, c'est un calcul de long terme et j'insiste là-dessus, l'or, il est plutôt lié à l'indice des prix, au niveau des prix, plutôt qu'à la variation, à l'inflation, en fait, qu'on connaît dans l'économie. Donc voilà, on pourrait avoir une déception, évidemment, dans le contexte actuel, mais en vérité, voilà, l'or, il a très très bien performé. Et quand on regarde les actions, même les obligations, il y a presque un crash obligataire. On n'a pas vu ça depuis un siècle aujourd'hui. C'est que les obligations perdent 10, 15, 20% de leur valeur aujourd'hui. Donc même les obligations qui étaient réputées comme des actifs sûrs ne le sont plus. Donc dans ce contexte-là, l'or, c'est un des rares actifs, si ce n'est le seul ou presque, qui arrive à se maintenir, parce que même les actions chutent, et même les actions de l'énergie, récemment, se mettent aussi à chuter. Donc voilà, ce contexte qui est évidemment très favorable pour relativement renforcer l'image de l'or, ça c'est clair. J'ai beaucoup observé l'évolution des prix de l'or, et c'est vrai que c'est très frappant, surtout moi qui suis très habitué à regarder un peu les prix des actions en bourse. Ce sont des rythmes qui sont vraiment très différents, et effectivement l'or, on le voit dessiner ces grandes vagues sur le très long terme, et justement ça le rend difficile à comprendre quand on est également branché sur les autres marchés. Et je pense que c'est peut-être la difficulté pour les gens, c'est de savoir quand entrer sur l'or, comment définir des points d'entrée. Est-ce que toi, tu as des pistes de réflexion pour définir les meilleurs moments pour entrer sur l'or, ou en tout cas les moins pires? Oui, oui, bien sûr. Bah alors, il y a deux manières de réfléchir. C'est-à-dire que pour celui qui ne regarde pas forcément les données macro, tout ça, typiquement, j'ai fait une étude de cyclicité sur l'or. Un des cycles principaux de long terme, c'est à peu près un cycle de 9 ans. On peut débattre, parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà, pour extrapoler, un des cycles principaux de l'or, c'est un cycle de 9 ans. Donc en gros, vous mettez une alarme sur votre téléphone, achetez de l'or toutes les décennies. Donc, Ça voilà. recoupe ce que je disais sur vraiment le côté très long terme. Ah oui, oui, non, bien sûr, c'est un aspect de long terme. Donc, pour celui qui ne veut pas s'embêter, qui n'aime pas forcément regarder les données macro, il se dit, voilà, moi, en père de famille ou peu importe, j'ai du capital à placer, j'achète de l'or tous les 10 ans, ça peut être 8, 12 ans, peu importe, mais voilà, acheter régulièrement, plutôt sur des points bas de marché idéalement. Donc ça, c'est vraiment une approche purement temporelle, sans autres critères, qui n'est pas mauvaise pour celui qui joue à long terme, puisque l'or a largement performé sur les 30-40 dernières années. Maintenant, l'autre approche, qui est beaucoup plus macroéconomique, c'est de voir que, en général, en tout cas, c'est ce qui se passe depuis les années 90, mais l'or entre dans une phase extrêmement haussière
lorsque les taux directeurs des banques centrales se sont stabilisés. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, toutes les récessions ont été précédées par un sommet des taux directeurs des banques centrales. Pour des raisons de cycle économique, etc. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Mais en clair, ce qu'il faut voir, c'est que dans les phases de hausse des taux d'intérêt, les marchés en général ont plutôt tendance à stagner, à monter légèrement, ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Et lorsque les taux directeurs des banques centrales sont stabilisés parce que les banques centrales s'attendent, je ne sais pas, à une remontée du chômage, à un ralentissement de l'activité, et bien dans ce contexte-là, c'est souvent le signal pour dire attention, il faut acheter de l'or. Parce que historiquement, quand les taux d'intérêt et les taux directeurs sont stabilisés, on a une crise ensuite, et ça c'est très favorable à l'or. Donc là où on est aujourd'hui, c'est une période de réhausse des taux, de remontée des taux, et on pourrait, je pense, avoir un signal intéressant de ce type dans quelques années, assez rapidement peut-être même. Donc ça, c'est des signaux de long terme macroéconomiques qui sont assez fiables pour anticiper la hausse de l'or, parce que l'or aussi profite beaucoup des politiques de création monétaire massive, de déficit public massif. L'or profite beaucoup de tout ça, et il profite aussi parce que même dans la configuration où l'État ne peut plus s'endetter, dans la configuration où l'État ne peut plus faire de déficit parce qu'il est surendetté, parce qu'il fait défaut, même dans ce cas de figure, la monnaie sera instable et donc l'or en profitera aussi. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec la BCE. La BCE a fait une réunion d'urgence il n'y a pas longtemps parce qu'ils ne peuvent pas remonter trop fortement les taux d'intérêt, sinon ça réduirait l'attractivité du marché obligataire européen et ça serait très dangereux pour l'euro. Mais ils ne peuvent pas non plus laisser les taux directeurs à zéro, parce que sinon l'inflation est galopante, et là aussi, l'euro chute. Donc on voit bien qu'on a ces problématiques aujourd'hui, et où très peu d'actifs peuvent finalement s'en sortir face à de telles problématiques. Donc c'est pour ça que l'or répond en fait aussi à des logiques très macroéconomiques, très mécaniques, globales. Et donc voilà les principaux signaux qu'on pourrait voir en termes de macroéconomie. Et personnellement, c'est mes principaux critères pour entrer à long terme. Après, plus fondamentalement, et je terminerai là-dessus, mais il faut retenir que 80% de toute l'offre d'or, c'est-à-dire que quand on va acheter un lingot d'or dans sa boutique du coin, eh bien, il y a 80% de chances que cet or a été miné directement sous terre. Donc les compagnies minières, elles ont énormément d'influence sur le marché de l'or. Et on se rend compte qu'effectivement, à long terme, le cours de l'or est très corrélé au coût de production d'une once d'or sous terre. Et ça, c'est un argument très positif parce que, en fait, sur les 10 dernières années, la demande physique d'or, elle a stagné, voire diminué légèrement, mais le prix a monté. Ce qui veut effectivement dire que l'offre domine le marché. Donc que les compagnies minières font le marché de l'or, mais que les compagnies minières, elles sont dépendantes de l'or qu'il y a sous terre, en fait. Et il y a certaines estimations du World Gold Council, notamment, qui circulent et qui montrent qu'on aurait devant nous à peu près 2 décennies, 2-3 décennies de stock d'or naturel. Donc, le fait que c'est plus difficile, c'est plus coûteux de miner de l'or, est aussi un argument pour dire que chaque année qui passe, la probabilité que l'or monte est plus importante et que dans 2-3 décennies peut-être, si la demande est toujours aussi importante, ça sera probablement très haussier pour le cours de l'or. Donc voilà, je terminerai là-dessus, mais tout ça, ce sont des manières de voir, d'analyser les variations du prix de l'or. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Y a un autre métal qui est un peu le petit frère de l'or, c'est l'argent, qui est moins connu, probablement moins échangé, mais qui a aussi ses propres hypothèses en fait d'investissement. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment on doit comprendre la relation entre l'or et l'argent? Quelles sont les principales différences entre les deux? Et est-ce qu'il faut construire un portefeuille avec les deux? Si oui, comment on réfléchit à ça? Alors, en général, c'est plutôt favorable de construire un portefeuille avec les deux, mais voilà, si j'ai à faire une observation historique, c'est que historiquement, plus on a miné de métaux, plus on s'est rendu compte que on trouvait de plus en plus d'argent relativement à l'or en fait. Donc, c'est-à-dire que sous terre, tout simplement, l'argent est plus abondant que l'or, et plus on a miné, plus on s'est rendu compte que c'était vrai.
Aujourd'hui, le marché de l'argent, je crois que c'est 40% de l'offre qui vient des pays d'Amérique du Sud en termes d'argent. Donc c'est énorme. Donc, en fait, le fait qu'on ait découvert aussi les États-Unis, enfin l'Amérique, il y a 5 siècles de ça, a été un argument qui a fait chuter relativement le prix de l'argent. L'argent était très utilisé en Chine aussi, mais le fait qu'on ait découvert l'Amérique a changé, a bouleversé un peu l'histoire de l'argent. Et effectivement, depuis plusieurs siècles, on se rend compte qu'en fait, l'or a tendance à surperformer l'argent, ce qui est une observation de très long terme. Mais maintenant, en fait, l'argent, la différence qu'il y a avec l'or, c'est que c'est un métal très industriel. C'est-à-dire que la moitié de l'utilisation de l'argent aujourd'hui, c'est pour l'industrie, c'est pour des smartphones, c'est pour des outils technologiques. Et effectivement, d'ailleurs, une nouvelle demande qui est apparue et qui n'est pas négligeable ces dernières années, c'est la demande pour les panneaux photovoltaïques. C'est une demande qui représente à peu près 12 à 15% de toute la demande d'argent. C'est énorme, hein, mais c'est extrêmement important. Donc voilà, l'idée que dans les prochaines années, les gouvernements vont injecter des centaines de milliards dans l'écologie, c'est un peu arbitraire, hein, mais ça fera monter le cours de l'argent, ça c'est clair. Donc quoi qu'il en soit, l'argent, paradoxalement, c'est peut-être même une valeur entre guillemets écologique dans ce sens-là. Mais donc c'est aussi un moyen de voir cela. Mais du coup, l'autre élément, la conclusion de tout ça, c'est de voir que pendant les récessions, notamment, l'argent, les entreprises vont avoir tendance à moins utiliser l'argent, puisque s'il y a une récession, la demande de produits sera moins forte, la production sera moins forte, et donc on va moins vouloir utiliser de l'argent. Donc c'est pour ça que on a aussi cette sous-performance plus ou moins de l'argent. En ce moment, la force de marché, on peut notamment comparer avec le ratio or-argent, et en ce moment, le ratio est plutôt orienté en faveur de l'or, assez légèrement, mais je ne pense pas que dans les 10-12 prochains mois, les deux actifs, l'un va se détacher de l'autre. En général, ils évoluent à peu près ensemble, mais ce qui va faire leur différence souvent, c'est est-ce qu'il y a une demande industrielle qu'il y a sur l'argent et qu'il n'y a pas sur l'or, enfin, en fonction du contexte économique en fait. Donc dans le contexte actuel, on n'a pas de pénurie massive d'argent, donc c'est pour ça aussi que l'argent a tendance à stagner plus fortement aussi que l'or. Donc voilà, je pense qu'il faut les concevoir comme ça, mais l'argent c'est un actif à avoir toujours en tête, puisque ça reste un métal, peut-être plus abondant, mais ça reste un métal et on va en avoir de plus en plus besoin dans un monde où finalement la technologie n'a jamais été aussi importante, ce qui n'est pas le cas de l'or, puisque l'or on l'utilise principalement pour la bijouterie, l'investissement en grande partie, mais bon, sur l'argent, la demande d'investissement c'est 20-30%, donc c'est pas négligeable non plus, hein. Mais ça montre que les investisseurs sont aussi sur l'argent, hein, qu'ils n'oublient pas cet actif, et que dans tous les cas, même pendant les périodes de crise, le fait que l'or monte entraîne aussi le fait que l'argent peut monter aussi. Donc voilà, en période de stagflation, ça reste un actif intéressant. Dans les années 70, on avait ce qu'on a appelé la manipulation des frères Hunt, qui était une grande manipulation du cours. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on retrouve ça, mais le fait qu'il y ait de l'inflation peut attirer un grand intérêt des investisseurs. Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'à la manipulation du cours aujourd'hui, mais enfin voilà, pour résumer les liens entre ces deux actifs. Donc, si je te comprends bien, tu nous dis que à long terme, on est d'accord pour dire qu'il y a des vents plutôt ascendants pour ces deux actifs. À moyen terme, à 12 mois, est-ce que tu te risques à faire des pronostics ou à imaginer des scénarios, que ce soit sur l'or ou sur l'argent? Alors, ce que je disais, c'est que le spectre qui pèse aujourd'hui en fait sur les métaux, c'est une remontée des taux d'intérêt et une stagnation ou une diminution de l'inflation. Ça, c'est quelque chose qui serait synonyme de stagnation, de légère baisse. Ça, c'est un risque en fait qu'il y a sur les métaux. Je pense pas qu'on y soit je pense pas qu'on soit dans ce cas de configuration là, puisque au-delà du fait qu'il y ait les taux d'intérêt et l'inflation, il y a aussi le paramètre des taux de change. Par exemple, quand on prend l'or en euros, en fait, il est proche de ses plus hauts historiques, ce qui n'est pas le cas en dollars ou en choses comme ça. Donc,
c'est aussi un moyen de se protéger contre les risques de change. Mais maintenant, si on avait à faire des projections, c'est que, notamment si on étudie le cycle économique, c'est que probablement les métaux, l'or en particulier, deviendraient plus intéressants d'ici 1 an et demi, 2 ans. Donc ça, c'est pour être au-delà des 10-12 mois. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours ce spectre baissier, et une fois qu'il sera parti, que les taux directeurs vont aussi se stabiliser, et bien là, ça redeviendra attractif. Donc voilà, c'est un actif, je pense, qui reviendra sur le devant de la scène d'ici 1 an et demi, 2 ans peut-être. D'ici là, on peut avoir des configurations haussières ou baissières, mais pour l'instant, on est vraiment dans cette figure de congestion forte, et il faudrait déjà repasser le niveau sur des $2000 notamment, pour qu'on puisse fixer un objectif à 2300-2400 par exemple sur l'or. Mais on peut mettre aussi des objectifs baissiers qui sont moins importants, mais tout ça pour dire que en fait, il cherche un peu son chemin. L'or se réajuste par rapport à ses grandes performances des années passées, parce qu'il a performé de plus de 25% en 2020, d'autant l'année précédente. Donc il y a eu un grand rythme d'accélération haussière sur l'or. Et donc le contexte actuel, ça va être tout simplement soit d'accumuler de l'or, parce qu'on s'attend justement à ce qu'il y ait un nouvel intérêt dans quelques années, soit à rester à attendre ce fameux signal qui dépendra du cycle économique, je pense. Donc sur l'année qui vient, je pense que ce sera surtout une logique d'entrée, en fait, de points de moyen terme, éventuellement. Mais voilà, le fait que les risques soient toujours un peu importants fait que ça sera peut-être plus intéressant dans 1 an et demi, 2 ans d'ici là. C'est mon analyse aujourd'hui. Très clair. Parlons un peu pratique. Si on veut investir dans l'or, on entend beaucoup de méthodes, on entend parler de beaucoup de méthodes différentes d'investir dans l'or. Certains analystes ont des opinions très fortes sur le fait qu'il faut acheter de l'or physique ou de l'argent physique, que les ETF peuvent être dangereux. Il y a aussi les minières qui sont un autre moyen, les actions minières, donc un autre moyen d'investir dans les métaux. Comment tu approches, toi, ces investissements dans l'or en termes pratiques? Alors ça dépend des montants et des horizons d'investissement en fait. Ça dépend des montants parce que celui qui a quelques centaines d'euros, de francs suisses, peu importe, à investir, celui qui a des petits montants à investir, vaut mieux acheter peut-être des pièces si son horizon d'investissement est indéfini. Ça c'est typiquement l'investissement en louis d'or, des choses comme ça. Pour celui qui se dit je pense que l'or va monter dans les 6 prochains mois mais qu'après ce ne sera pas forcément le cas, eh bien cette personne-là, elle peut investir dans les ETF. Comme ça évite des coûts de stockage, de primes et de transactions. Ça, c'est un autre moyen. Les ETF, c'est surtout pour la flexibilité, donc pour la spéculation aussi. Maintenant, il y a le risque parce que certains papiers qui circulaient il y a quelques années montraient qu'il y avait probablement des ratios de 500 fois plus d'or virtuel que d'or physique, en fait. Donc, voilà, il y a toujours ce risque qui pèse, effectivement, qui est assez important. Mais maintenant, pour celui qui veut acheter de l'or sans horizon de vente, sans objectif, bien, et pour des gros montants, il vaut mieux acheter directement le lingot, finalement. Et un autre moyen qui est plus récent et qui concerne peut-être moins de personnes, mais c'est d'acheter de l'or via des cryptos. Alors, dit comme ça peut paraître très, très, très loufoque, mais pour celui qui a un portefeuille très orienté autour des crypto-monnaies et qui cherche à faire de la diversification, on a des crypto-monnaies comme Pax Gold, notamment, qui nous permettent en fait de répliquer le cours de l'or de manière assez fiable. Je ne pense pas que Pax Gold ait eu des problèmes jusqu'ici, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a plein de manières d'investir dedans et que les deux paramètres qui, je pense, rentrent en compte pour un investisseur, c'est le montant qu'il veut investir et l'horizon d'investissement. Si c'est une logique spéculative, à ce moment-là, ce sera plutôt de l'or virtuel, parce que c'est là où il y a le plus de flexibilité, ou une logique vraiment long-termiste, avec une régularité, j'ai envie de dire, dans ses positions. Et à ce moment-là, ce sera plutôt de l'or physique. Moi, j'ai une préférence pour l'or physique, à titre personnel. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Mais enfin voilà, après ça dépend de chacun. Il y a énormément de produits, même s'il faut faire attention à certains produits, évidemment.
Tu fais une très bonne transition en parlant de crypto-monnaie parce que tu as aussi étudié ça de près. Il faut dire que le Bitcoin en particulier a quand même des liens assez forts avec l'or. Donc j'aimerais qu'on embraye sur ce sujet. Et pour commencer, j'aimerais que tu me dises un petit peu comment tu vois justement la complémentarité entre l'or d'un côté et le Bitcoin. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils remplissent la même fonction? Et si ce n'est pas le cas, comment justement on différencie ces fonctions? Alors, j'ai fait des publications là-dessus il y a 1 an et demi, 2 ans déjà. Et moi, je suis du camp qui dit plutôt que l'or et le Bitcoin, c'est deux choses drastiquement différentes, hein. Moi, je ne me suis pas intéressé aux crypto-monnaies parce que je me suis dit que c'était similaire à l'or. Au contraire, je me suis dit c'est différent. Peut-être on peut dire c'est complémentaire dans une certaine mesure, mais en fait, comment le résumer? Je dirais que on n'a jamais miné autant d'or qu'aujourd'hui et on n'a jamais miné aussi peu de Bitcoin qu'aujourd'hui. Euh, Là, je souligne en fait des oppositions structurelles dans le marché, c'est-à-dire que les mineurs sur crypto-monnaies n'ont jamais eu aussi peu d'influence. D'ailleurs, récemment, ces dernières semaines, les mineurs sur crypto-monnaies vendent massivement leurs réserves, ce qui peut être un signe de défense d'intérêt, de défense de support, mais peu importe. Et sur l'or, on n'a jamais miné autant d'or en fait qu'aujourd'hui. Euh, et on cherche des stocks autant qu'on peut finalement. Donc c'est deux marchés différents et puis leur utilité est complètement différente, hein. L'or est utilisé pour la bijouterie, pour l'investissement. Ça, ça représente à peu près les 2 tiers de toute l'utilisation de l'or. Mais sur crypto-monnaie, l'utilisation elle est évidemment spéculative en grande partie, mais elle est aussi purement utilitaire, c'est-à-dire pour faire des paiements, des choses comme ça. Euh, Maintenant, il faut voir que l'or a des avantages que n'a pas le Bitcoin et réciproquement, hein. C'est-à-dire que, par exemple, le Bitcoin est très utilisé aux Philippines, au Nigeria, parce que c'est des pays qui ont 20% de la population a accès à un compte bancaire et plus de la moitié ont accès à Internet. Donc, le moyen j'ai envie de dire, de libérer ces peuples avec un accès au compte bancaire, à toutes ces choses, ben, c'est d'utiliser les crypto-monnaies. Donc il faut voir aussi que les crypto-monnaies, c'est sous une certaine forme une innovation monétaire qui permet euh, une grande flexibilité d'innovation, une grande flexibilité d'échange que ne permet pas l'or. C'est-à-dire que c'est encore difficile dans ces pays, ça serait impossible dans ces pays d'échanger avec des coffres d'or, sachant surtout le prix de l'or par rapport au pouvoir d'achat de ces pays. Euh, il faut savoir aussi que justement que l'or a une logique plus défensive. Je crois que le pays qui a le plus d'or par habitant, c'est la Suisse, justement, avec à peu près 230 grammes par habitant, contre une centaine en France, par exemple. Donc ça donne une idée de la chose. Donc l'or et le Bitcoin, ils ont des utilités différentes, une histoire différente aussi, et une structure de marché très très différente. Euh, on peut mettre en avant une certaine corrélation à long terme, mais elle n'est pas évidente et elle n'est pas systématique. Maintenant, en fait, l'idée qui relie souvent les deux actifs, c'est de dire l'or est en quantité limitée, le Bitcoin aussi. Je ne pense pas que ce soit une idée, bien sûr, on peut le voir comme ça, mais il faut voir aussi que le Bitcoin, il est scalable à l'infini. Autrement dit, on peut échanger 0,0001 Bitcoin. Ce qu'on ne peut pas faire avec 1 gramme d'or. C'est difficile à un moment donné de diviser au-delà d'1 gramme d'or ou je ne sais pas combien. Donc ça montre quoi? Ça montre que le caractère limité du Bitcoin est moins pertinent et que c'est un actif qui est plutôt en formation, si on peut dire, et donc qui est beaucoup plus volatile aussi, hein. La volatilité est complètement différente. La volatilité de l'or, le risque entre guillemets associé à l'or, c'est à peu près 16 à 20% par an en volatilité, tandis que sur le Bitcoin, c'est 70-100% des fois. Donc, autrement dit, sur Bitcoin, les statistiques montrent qu'il peut doubler ou revenir à zéro en 1 an, donc à quoi ça nous aide d'utiliser les statistiques? Tandis que sur l'or, on se rend compte qu'en fait, il est très très fiable et que en plus de sa faible volatilité, sa performance moyenne annuelle depuis les années 70, c'est une dizaine de pourcents. Donc c'est deux actifs différents vraiment, les deux sont très utiles et très intéressants, mais chacun a sa fonction et je pense que c'est comme ça en fait qu'il faut le voir.
Vu l'actualité de prix du Bitcoin ces dernières semaines, je pense que ma question là elle est particulièrement pertinente. On a souvent parlé de Bitcoin comme d'une valeur refuge. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est une valeur refuge aujourd'hui, à ton avis? Alors, valeur refuge au sens dur du terme, non, mais valeur refuge relative, oui. Parce que, comme je disais, certains pays en ont besoin pour leur survie économique, entre guillemets, les Philippines, le Nigeria, enfin, plein d'autres pays pour qui c'est très utile. Et puis même dans des pays purement occidentaux et même des institutions financières, ça peut être utile pour faire des paiements du fait de la rapidité, de la blockchain, de toutes ces choses. Euh, donc derrière ça, il y a évidemment une innovation, c'est toujours utilisé par beaucoup d'institutions. Il y a une industrie derrière aussi. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent à temps plein dans l'industrie de la crypto-monnaie. Peut-être que ça va changer vu la crise actuelle, mais euh, ça reste une industrie. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, la crypto-monnaie revêt un caractère économique en fait, qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire qu'après l'étape de la financiarisation en 2017, on a aujourd'hui l'étape de, de- de l'intégration dans l'économie aussi de cette industrie. Donc ça permet aussi de dire qu'à long terme, euh, les crypto-monnaies vont se stabiliser. Peut-être pas dans la forme qu'on leur connaît aujourd'hui, parce que beaucoup de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui disparaîtront demain, et des régulations vont arriver aussi. Les monnaies de banque centrale vont arriver aussi, donc on va voir qui va gagner la partie finalement, c'est ça la question. Donc il y a tous ces enjeux aujourd'hui, donc l'idée que les crypto-monnaies sont valeur refuge, ça peut être une idée pertinente évidemment, hein, parce qu'on peut toujours acheter du Bitcoin, le stocker sur une clé et ne pas regarder ça pendant 5 ou 10 ans, c'est-à-dire on reviendra dans 10 ans. Mais enfin voilà, mais c'est vrai que sur crypto-monnaie, il faut toujours investir ce qu'on est prêt à perdre, et l'évolution récente nous le confirme, mais ça peut être une valeur refuge dans le sens où on peut faire des utilisations que permet uniquement la crypto-monnaie, c'est-à-dire payer certains restaurants, payer, je ne sais pas, des choses banales du quotidien ou payer des choses beaucoup plus complexes à des personnes qui sont à l'autre bout du monde en limitant les frais, des choses comme ça. Donc, dans ce sens-là, c'est évidemment une valeur intéressante, refuge, pas au sens dur du terme, ça c'est Hmm. clair par rapport à l'or, puisque l'or, on pourrait dire qu'il faut investir toujours ce qu'on est prêt à perdre, mais sur l'or, c'est très difficile de dire ça. Mhm. Euh, c'est très difficile de dire ça historiquement parlant. Mais enfin voilà, donc tout ça pour dire que le caractère refuge du Bitcoin, qui avait été beaucoup présenté, en le comparant notamment à l'or, en disant que c'était l'or de demain, c'est pas quelque chose d'exact. C'est-à-dire que l'or restera, les crypto-monnaies évolueront, elles resteront peut-être, mais pas dans leur forme actuelle, et d'où la crise, et d'où le fait que c'est difficile de dire qu'il y aura une crypto-monnaie qui sera valeur refuge pour l'éternité. Hmm. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche dans un marché d'innovation où parfois il y a des excès et où parfois aussi il faut les corriger. Quand tu t'es intéressé au Bitcoin, tu as notamment réfléchi à l'horizon d'investissement. Tu as écrit, je crois, un papier sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, voilà, comment tu vois la longueur de l'horizon d'investissement et à quel point elle est importante quand on investit dans un actif aussi volatile que le Bitcoin? Deux statistiques, c'est assez simple. La chance de perdre si on investit tous les jours sur le Bitcoin, c'est 6 chances sur 10. Si on investit sur le Bitcoin tous les 3 mois, la chance de perdre est de 2 chances sur 10. C'est-à-dire qu'on a 3 fois moins de chances de perdre en se positionnant tous les trimestres qu'en se positionnant tous les jours. Donc c'est assez simple, hein. Hmm. Et ça, c'est en termes de fréquence de correction, c'est-à-dire de combien il y a de séances baissières, de jours baissiers ou de trimestres baissiers. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement basique qu'on retrouve sur la plupart des actifs, mais sur le Bitcoin, c'est très marqué, et on se rend compte qu'on a cette zone optimale autour des 3 mois. C'est-à-dire que dès qu'on a un horizon d'investissement entre 3 et 10 mois, le risque, en fait, il est relativement faible par rapport historiquement aux performances, en fait. Donc, euh, ça permet aussi de dire que le Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est des actifs qui, avec une très bonne gestion du risque, peuvent toujours être intéressants euh, et ne pas privilégier en fait l'excès finalement de court terme, dans le sens où
aujourd'hui j'ai envie d'acheter le Bitcoin à 20 500 dollars parce que je pense qu'il va y avoir un rebond vers 22 000. Enfin, tout ça, c'est très risqué en fait à court terme. C'est ce que font ressortir les statistiques et que rarement les investisseurs en ressortent vivants. Et dans mon dernier livre, j'insistais sur le fait que si un investisseur sur une année tradait tous les jours le Bitcoin, il a plus d'une chance sur deux de perdre au moins la moitié de son capital au bout d'un an. Donc, c'est pour ça que sur crypto-monnaie, il vaut mieux avoir une approche entre guillemets cool, une approche très décomplexée, investir ce qu'on est prêt à perdre, mais jouer plutôt sur des horizons de temps optimaux, c'est-à-dire 3 mois, 10 mois, des choses comme ça. Et effectivement, le dernier trimestre a été négatif pour les performances du Bitcoin, largement d'ailleurs, plus de 50% de baisse, je crois, sur un trimestre. Ce qui montre aussi que on peut jouer en fait avec les probabilités cumulées, c'est-à-dire on peut se dire que comme il y a 2 chances sur 10 que le Bitcoin soit baissier sur un trimestre, on peut se dire que si le dernier trimestre ou les 2-3 derniers trimestres ont été négatifs, c'est qu'il y a une chance que le prochain soit positif en fait. Donc voilà, on peut arranger des choses basiques en analyse de marché qui permettent en fait de dégager aussi des opportunités d'achat et de vente, mais rappeler en fait cette chose basique et sur action aussi, c'est que il vaut mieux toujours investir à moyen ou long terme et en termes de bénéfices-risques, c'est toujours plus intéressant que faire du journalier. D'autant plus que sur Bitcoin, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, les variations du marché sont beaucoup plus importantes à long terme qu'à court terme. Ce qui est très intéressant aussi parce que c'est une propriété qui permet soit de faire des performances très élevées, soit très négatives, mais en fin de compte, avec une bonne gestion du risque, ça permet de tout lisser et d'avoir un portefeuille qui, au final, n'est pas si mauvais que ça. Tu t'intéresses beaucoup au cycle, tu nous l'as dit en début d'interview. Quelles sont les propriétés des cycles du Bitcoin en particulier? Qu'est-ce qui le différencie d'autres types de cycles? Quels sont ces rouages? Alors, c'est des cycles qui sont très amples en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est très volatile pour le dire basiquement. C'est-à-dire qu'on a des cycles de court terme notamment qui sont très influents. Sur les actifs classiques, en fait, c'est les cycles de long terme qui vont dominer. Tandis que sur le Bitcoin, c'est presque les cycles de court terme qui dominent en fait. Donc ça montre aussi que c'est un marché, c'est ce qui explique aussi sa volatilité, qui est très importante. Mais la particularité, et pour moi qui fais beaucoup de recherches, c'est tout à fait passionnant, c'est que la particularité du Bitcoin, c'est que c'est un actif, entre guillemets, en formation, j'ai presque envie de dire, géologique, dans le sens où on a vraiment des cycles qui sont en évolution permanente, que ce soit par leur période, leur amplitude, toutes ces choses, et qu'en fait, on se rend compte que le marché est en train de se canaliser autour de statistiques fiables, en fait. Un peu comme l'or, comme je disais, l'or, il a des statistiques, on les connaît, elles sont fiables, et c'est peu probable que dans 5 ans, elles aient beaucoup évolué, en fait. Sa performance moyenne, son risque, voilà, toutes ces choses. Ce qui n'est pas le cas du Bitcoin en fait. Le Bitcoin, il a des performances qui changent tous les jours, mais qui tendent à se canaliser. Et quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un phénomène historique qu'on n'a jamais connu sur le Bitcoin jusqu'à là, mais la baisse récente du Bitcoin, qui approche des 80% depuis son sommet, ne s'est pas accompagnée d'une réduction de la volatilité. Parce que historiquement sur le Bitcoin, on observait que la baisse du marché provoquait une réduction de la volatilité du Bitcoin. Alors en termes techniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la baisse récente du Bitcoin ne s'est pas accompagnée par des variations plus modérées en fait. Donc ça montre qu'il y a une certaine rapidité dans la baisse qu'il n'y avait pas avant, une certaine amplitude et régularité dans la baisse, ce qui peut conforter l'hypothèse que soit le potentiel haussier à long terme du Bitcoin sera réduit, soit le Bitcoin finalement mettra du temps avant de se retourner à la hausse une nouvelle fois. Donc voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, c'est un actif avant tout qui est en formation et il y a des phénomènes absolument passionnants qui se produisent toutes les semaines, tous les mois.
qui font qu'une nouvelle statistique change absolument toutes les perspectives sur le marché, ce qui n'est pas le cas de l'or, puisque l'or, c'est aussi ce qui fait son intérêt, c'est que on sait que probablement dans 30 ans ou 40 ans, il sera encore là, quoi, tout simplement. Parmi les critères qui ont un impact sur les prix du Bitcoin, je crois que tu as identifié le volume des transactions. Alors, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les volumes de transactions sont importantes, notamment pour l'analyse technique. Je crois que ton approche est un peu différente. Qu'est-ce que tu as conclu en observant ces deux phénomènes, le prix du Bitcoin et les volumes de transactions? Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'on se rapproche aujourd'hui du seuil des 20 000 dollars, enfin, on connaît sur le seuil des 20 000 dollars. En fait, ce dont on s'aperçoit sur le Bitcoin, c'est qu'il y a une relation extrêmement dépendante entre les volumes et le prix. C'est-à-dire que plus le prix du Bitcoin va augmenter, plus les volumes vont diminuer. Mais ça ne s'arrête pas à ça, c'est qu'en fait, il y a un seuil où les volumes n'ont plus d'influence sur le prix du Bitcoin. Ce seuil, c'est à peu près 10 à 15 000 dollars. C'est-à-dire que si on descend sous 15 000, 10 000 dollars notamment, les volumes n'auront que très peu d'influence sur le prix. En d'autres termes, le marché devient plus difficilement manipulable dès que le prix dépasse 10 à 15 000 dollars. Mais ça veut dire aussi que pour que le Bitcoin monte fortement, il faut qu'il y ait une réduction des volumes qui soit de plus en plus faible et que les volumes soient de plus en plus faibles. Et ce qui est marrant d'observer, c'est que en général, la hausse des volumes d'échanges sur crypto-monnaie, sur le Bitcoin, c'est généralement un facteur baissier pour le Bitcoin. C'est jamais très favorable. Et c'est ce qu'on a observé récemment, c'est que toute la phase qu'on avait depuis un an où ça stagnait, en fait, il y avait des volumes nuls, en fait, qui n'étaient pas intéressants, et où les gens stockaient leurs bitcoins, etc. Et là, il y a eu un phénomène de panique, les gens ont revendu, ça a fait monter les volumes, et ça a fait fortement baisser le prix du bitcoin, parce qu'il y a une relation exponentielle, en fait, entre le prix du bitcoin et les volumes du bitcoin. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une toute petite augmentation des volumes pour que le prix diminue fortement. Et ça, c'est une propriété très intéressante. Et comme je disais, la deuxième propriété intéressante, c'est qu'il y a un point charnière autour des 10-15 000 dollars. C'est-à-dire que si on va sous ce seuil, les volumes n'auront plus aucune influence, ou probablement une influence moindre. C'est-à-dire que les gens pourront vendre autant qu'ils veulent. Le prix ne dépendra pas de ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc ça conforte aussi l'hypothèse que un bitcoin durablement sous 20 000, sous 15 000 dollars, c'est un bitcoin qui verrait son potentiel de long terme complètement changer. Pour l'instant, ce qu'on a aujourd'hui, c'est ni exceptionnel ni normal, entre guillemets, pour vraiment être entre les deux, mais c'est des propriétés absolument passionnantes et qui montrent qu'en fait, dès que les volumes se réduiront probablement, eh bien, ça confirmera l'hypothèse que la phase de capitulation, comme on dit sur les marchés, sera terminée et que les gens n'auront plus, entre guillemets, rien à vendre et que les volumes soit n'auront plus d'influence, soit permettront un nouveau rebond. Donc voilà, c'est une propriété extrêmement intéressante à regarder, même si en fait, à long terme, le fait que le Bitcoin soit limité fait que normalement, en fait, les volumes échangés vont plutôt diminuer à long terme. Donc c'est ce qui explique aussi qu'à long terme, le Bitcoin est plutôt haussier. Maintenant, c'est une relation historique, rien n'assure qu'elle se produise dans le passé, mais c'est une forte relation tout de même qu'on ne peut pas ignorer, surtout en ce moment quand on est proche de ce point charnière. Extrêmement intéressant. On pourrait encore, je pense, discuter une autre heure de tout ça, mais il faut qu'on coupe la vidéo parce qu'on est déjà à 45 minutes. Et puis, on a fait le tour des questions principales que je voulais te poser aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour tout le temps que tu as consacré et surtout pour toute ton expertise que tu as généreusement partagée. Je voudrais juste finir en t'invitant à dire aux gens qui nous suivent, qui veulent sûrement en savoir plus sur ton travail, peut-être lire tes articles, peut-être voir tes autres interventions en vidéo, et j'en passe. Comment est-ce qu'on peut te retrouver facilement? Comment on peut retrouver tout ton travail facilement en ligne? Bien sûr, alors moi je suis présent sur à peu près tous les réseaux sociaux, Twitter notamment. Donc vous pourrez évidemment me retrouver sur Twitter. Et puis ensuite j'ai mon site aussi, andriothomas.com,
sur lequel je mets mes principales publications. Autrement, j'écris pour plusieurs médias financiers. Les principaux, en tout cas sur lesquels j'écris plus ou moins régulièrement, c'est Coin Tribune pour la crypto-monnaie, Or.fr pour l'or, des publications justement d'analyse de l'or en général, et ensuite d'autres médias comme Café de la Bourse, etc., pour qui j'écris assez régulièrement, mais je mets toutes mes publications sur les réseaux ou sur mon site, et mes livres sont également accessibles en ligne. Voilà, en tout cas merci Lucas pour cet échange, c'était un immense plaisir de partager tout ça. Merci à toi, et je te souhaite une bonne suite dans tes recherches et peut-être dans tes investissements. Au revoir. Merci beaucoup.